Nous sommes le 14 mai 2026 et l'élément le plus important ressorti de la première séance bilatérale entre le président Trump et le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Beijing n'est pas ce que tout le monde attendait en entrant dans cette salle. Ce n'est pas le commerce. Ce ne sont pas les 200 Boeing 737 MAX que la Chine vient d'accepter d'acheter dans ce qui est sans doute la poignée de main diplomatique la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Ce n'est pas l'engagement d'acheter 600 000 barils de pétrole brut américain par jour pour une valeur d'environ 10 milliards de dollars par mois au prix actuel. Ce n'est pas l'avertissement explicite de Xi à Trump selon lequel Taïwan est son dossier prioritaire numéro 1 et qu'une mauvaise gestion de cette question pourrait pousser les deux nations vers ce que Xi a appelé des heurts, voire des conflits. Tous ces développements comptent. Tous vont remodeler des relations bilatérales précises pendant des années, mais aucun d'eux n'est la phrase qui change toute l'architecture stratégique du conflit iranien en une seule séance bilatérale. La phrase qui change tout est celle-ci. Les deux nations ont convenu officiellement, au compte-rendu dans la même pièce, que l'Iran ne peut jamais posséder une arme nucléaire et que le détroit d'Ormuz doit être ouvert pour l'énergie mondiale. Relisez cette phrase avec tout le poids qu'elle porte. La Chine, le plus grand client pétrolier de l'Iran, le pays qui achète environ 1 à 6 millions de barils de brut iranien chaque jour, le pays qui a fourni une couverture diplomatique au Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays qui a été la bouée économique de la République islamique pendant la campagne de pression extérieure, la plus intense de ces 47 ans d'histoire, vient de s'asseoir avec les États-Unis d'Amérique et de cosigner simultanément deux des lignes rouges fondamentales de Washington sur l'Iran. Pas une seule, les deux, pas d'armes nucléaires. Le détroit doit rouvrir. Ce n'est pas de l'ambiguïté stratégique, ce n'est pas de la neutralité, ce n'est pas le positionnement soigneusement calibré entre les deux camps que le langage du ministère chinois des Affaires étrangères produisait depuis le 28 février. C'est Beijing qui s'aligne explicitement sur la position américaine concernant les deux enjeux que la structure de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique sous Ahmad Vahidi traite comme non négociables, comme des conditions de survie institutionnelle depuis le début du cessez-le-feu. Et la réponse de l'Iran à cet alignement, lancée quelques heures après que la première séance du sommet a produit ce résultat, a été d'amorcer un exercice militaire de 5 jours appelé Martyr Commander. Un pays vient de changer tout le champ de bataille diplomatique de ce conflit. L'autre a nommé un exercice militaire d'après des morts. Cette asymétrie dit tout ce qu'il faut savoir sur la suite de ce conflit. Mais revenons complètement en arrière, parce que pour comprendre pourquoi le résultat de la première séance du sommet de Beijing est le développement unique le plus lourd de conséquences depuis le début de l'opération Epic Fury le 28 février, et pourquoi il modifie le calcul de survie du corps des gardiens de la révolution islamique d'une façon qu'aucune action militaire n'a encore accompli. Il faut comprendre les mathématiques énergétiques qui rendent la position de la Chine non seulement importante sur le plan diplomatique, mais économiquement dévastatrice pour le coffre de guerre du corps des gardiens de la révolution islamique. Et il faut comprendre la logique institutionnelle précise qui rend la structure de commandement de Vahidi à la fois l'acteur le plus dangereux du théâtre et le plus vulnérable structurellement à la pression que le changement de position de Beijing introduit. Voici où en sont les choses. En date du 14 mai 2026, la Chine importe 6 millions de barils de pétrole brut par jour, un niveau record en date de 2025. L'Iran lui fournit environ 6 millions de ces barils par jour, soit à peu près un baril sur 7 brûlés par la Chine, livré à fort rabais parce que l'Iran n'a aucun autre acheteur capable d'absorber un tel volume, et aucun autre grand client prêt à accepter le risque de sanctions secondaires qu'exige l'achat de brut iranien. Cet arrangement de rabais, estimé entre 8 et 10 dollars par baril sous le prix du Brent, a été le mécanisme de survie économique de l'Iran pendant toute la période de blocus. C'est le canal par lequel le corps des gardiens de la révolution islamique a converti son pétrole piégé en argent pour payer ses soldats, financer les opérations du Hezbollah, financer le réapprovisionnement en munitions des Houthis,
soutenir son appareil de répression intérieure et maintenir la fiction selon laquelle le régime dispose d'alternatives économiques viables à une entente avec Washington. La Chine achète aussi du brut américain avec un engagement désormais fixé à environ 600 000 barils par jour lors de la première séance du sommet pour une valeur proche de 10 milliards de dollars par mois au prix actuel. Et Xi Jinping a déclaré publiquement pendant cette première séance que la Chine s'oppose à la militarisation du détroit d'Ormuz et à toute tentative iranienne d'imposer des péages aux navires commerciaux qui transitent par cette voie maritime. Beijing paie donc simultanément davantage Washington pour du pétrole, tout en s'opposant publiquement aux mécanismes précis que l'Iran utilise pour extorquer l'industrie mondiale du transport maritime par son système de péage et son exigence d'autorisation par courriel de la Persian Gulf Strait Authority. C'est pas un ajustement diplomatique subtil, c'est la Chine qui quitte la pièce où elle se tenait entre l'Iran et toutes les conséquences de la pression économique et militaire américaine. Et les mathématiques énergétiques de cette sortie, lorsqu'elles se répercuteront pleinement dans la comptabilité du coffre de guerre du corps des gardiens de la révolution islamique, seront plus dévastatrices pour la capacité d'endurance de l'Iran que n'importe quelle frappe aérienne menée par l'armée américaine dans ce conflit. Maintenant, voici les chiffres précis, parce que c'est dans ces mathématiques énergétiques que réside réellement le levier de la Chine et que la vulnérabilité du corps des gardiens de la révolution islamique devient la plus quantifiable et la plus irréversible une fois pleinement manifestée. La Chine importe 11, 6 millions de barils par jour. L'Iran fournit 6 millions de ces barils. Le rabais auquel l'Iran vend, soit de 8 à 10 dollars par baril, sous le Brent, et le rabais d'un fournisseur qui n'a absolument aucun autre acheteur à volume comparable et aucun levier pour exiger un meilleur prix du seul acheteur qui lui reste. L'Iran ne peut pas quitter la Chine. La Chine peut quitter l'Iran. Les réserves pétrolières stratégiques chinoises s'élèvent à environ 1,4 milliard de barils à la fin de 2025, ce qui représente environ 4 mois de couverture totale des importations. Sur un horizon de 6 à 12 mois, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Brésil, la Russie et les États-Unis pourraient collectivement absorber la majeure partie des 6 millions de barils par jour que la Chine achète actuellement à l'Iran. L'Arabie Saoudite à elle seule, avec l'oléoduc Est-Ouest en activité et Aramco à des niveaux de production élevés, dispose d'une capacité additionnelle importante qu'elle retient en attendant un environnement de marché normalisé. Les Émirats arabes unis, avec l'oléoduc de Fujairah à pleine capacité opérationnelle, déplacent déjà 1,5 million de barils par jour autour du détroit, entièrement hors de portée de l'interdiction iranienne. L'architecture d'approvisionnement de rechange existe. Le coussin des réserves stratégiques chinoises existe. Ce qui manquait jusqu'au Grand Palais du Peuple, le 14 mai 2026, c'était la volonté politique de déployer le levier que les mathématiques décrivent. Cette volonté politique arrive maintenant, pas du jour au lendemain, pas en une seule séance de sommet, mais avec une clarté publique suffisante pour que chaque modèle financier que le corps des gardiens de la révolution islamique utilisait pour son calcul d'endurance doive maintenant réviser à la baisse l'échéancier qu'il prévoyait. Maintenant, décortiquons ce que l'exercice Martyr Commander révèle réellement sur la posture stratégique actuelle du corps des gardiens de la révolution islamique. Parce que le nom donné à un exercice militaire est en soi une communication stratégique, et ce nom particulier communique quelque chose de très précis sur l'état interne de l'organisation qui le mène. Les exercices militaires portent des noms d'objectifs opérationnels quand l'organisation qui les conduit est confiante et tournée vers l'adversaire. Les exercices militaires portent des noms de commandants martyrs quand l'organisation qui les conduit est tournée vers sa propre légitimité institutionnelle et la loyauté de son personnel. Martyr Commander ne communique rien à la marine américaine sur la doctrine tactique du corps des gardiens de la révolution islamique, sur ses procédures d'emploi des armes, sur ses protocoles de commandement et de contrôle ou sur ses seuils d'escalade. Il communique aux soldats, aux officiers et aux commandants régionaux du corps des gardiens de la révolution islamique que la direction actuelle s'inscrit dans la tradition du martyr révolutionnaire et que combattre dans les conditions actuelles porte la même légitimité institutionnelle que combattre dans la guerre Iran-Irak, dans les campagnes par procuration au Liban
et au Yémen, dans chaque opération qui a produit les commandants martyrs. Le nom de l'exercice invoque cela. C'est une communication de renforcement de la loyauté. C'est le type de message institutionnel qu'une organisation produit lorsque sa cohésion interne subit la pression des mêmes forces qui produisent ses difficultés externes. L'étranglement économique réduit les salaires. Les défaites sur le champ de bataille réduisent le moral. La consolidation interne du pouvoir réduit la confiance institutionnelle entre les factions qui perdent de l'influence au profit de la centralisation de Vahidi. Ces trois vecteurs de stress opèrent simultanément à l'intérieur du corps des gardiens de la révolution islamique en ce moment. L'exercice martyr-commandeur est la réponse du commandement aux trois à la fois. Ce n'est pas une menace militaire contre la coalition. C'est une performance de loyauté pour une organisation dont la solidarité interne ne peut plus être présumée dans les conditions actuelles. Maintenant, parlons de la consolidation du pouvoir d'Ahmad Vahidi, parce que les gestes précis qu'il a posés au cours des dernières semaines représentent un coup de force militaire qui a progressé beaucoup plus loin à l'intérieur de l'État iranien que ne le suggérerait toute analyse publique des déclarations du gouvernement civil nominal. Vahidi a empêché le président Pezeshkian de procéder à des nominations au cabinet. Il a déployé des loyalistes pour surveiller les contacts diplomatiques du ministre des Affaires étrangères Araghchi et signaler au commandement toute souplesse ou concession qui dévierait de la position de négociation approuvée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Il a déclaré que, en condition de guerre, tous les postes critiques et sensibles seraient gérés directement par les gardiens de la révolution jusqu'à nouvel ordre. Le président civil de l'Iran ne peut pas nommer ses propres ministres, ne peut pas mener de négociations diplomatiques sans supervision du corps des gardiens de la révolution islamique et ne peut pas parler au guide suprême nominal sans passer par le conseil militaire qui entoure Mojtaba Khamenei et contrôle son flux d'informations. C'est cette structure de commandement que le résultat de la première séance du sommet de Beijing vient de placer dans une position stratégique que la logique institutionnelle de Vahidi ne peut pas gérer avec succès. Voici pourquoi. La stratégie de survie du corps des gardiens de la révolution islamique exige de maintenir le récit de guerre. La guerre justifie la domination du corps des gardiens de la révolution islamique sur la gouvernance iranienne. La guerre crée les conditions dans lesquelles le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique sur 40% de l'économie nationale iranienne, ses infrastructures de télécommunications, ses opérations portuaires, ses relations bancaires et son appareil de répression devient institutionnellement défendable. La reddition de comptes en temps de paix est la menace existentielle du corps des gardiens de la révolution islamique, pas les frappes aériennes américaines. Une paix négociée comprenant des moratoires nucléaires, un allègement des sanctions conditionnées au respect des engagements nucléaires et la réouverture du détroit au commerce international produit la question à laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique ne peut pas répondre dans un environnement d'après-guerre. Pourquoi une organisation militaire contrôle-t-elle l'économie nationale ? Qu'est-ce qui justifie son existence comme autorité dirigeante de facto de l'État iranien une fois que la menace qui la justifie a été résolue? Vahidi le comprend. L'exercice martyr-commandeur et sa réponse, maintenir la guerre, maintenir le récit de menace vivant, maintenir le corps des gardiens de la révolution islamique indispensable, et la Chine vient de rendre cette stratégie beaucoup plus coûteuse à exécuter en cosignant les lignes rouges américaines que cette stratégie dépend précisément d'empêcher d'être appliquée. Maintenant, passons aux trois leviers de la Chine avec la précision qu'ils méritent, parce que ce sont les mécanismes par lesquels Beijing peut accélérer la résolution du conflit d'une façon que le blocus et la posture militaire seuls n'ont pas encore réussi à produire selon l'échéancier souhaité l'administration. Et chaque levier agit par un canal différent de vulnérabilité iranienne, avec un horizon différent et un degré différent de réversibilité. Le premier levier est la réduction des achats de pétrole iranien. L'Iran vend à la Chine à fort rabais parce qu'il n'a nulle part ailleurs où écouler le volume que la Chine absorbe. Les 600 000 barils par jour de brut américain engagés dans la première séance du sommet amorcent le processus de substitution qu'une réduction complète exigerait. Chaque baril que la Chine achète aux États-Unis
à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, au Brésil, est un baril qui n'est pas acheté à l'Iran. La substitution ne se fait pas du jour au lendemain. Les infrastructures d'importation de la Chine, les configurations de ses raffineries, sa logistique maritime et ses contrats d'achat iraniens existants créent tous une inertie contre un changement rapide. Mais le signal directionnel est désormais établi publiquement et au compte-rendu dans la même pièce que le président américain. Et les signaux directionnels dans les marchés des matières premières, en particulier les signaux provenant du plus grand acheteur unique de pétrole brut au monde, ne restent pas théoriques longtemps. Dès que les négociants pétroliers chinois, les responsables des achats des entreprises d'État et les coordonnateurs logistiques portuaires commencent à opérationnaliser le signal directionnel du sommet, les projections de revenus pétroliers iraniens commencent à être révisées à la baisse dans les modèles que les conseillers économiques de Vaidi utilisent, combinés à une perte de 500 millions de dollars par jour liée au blocus qui s'accumule déjà quotidiennement. L'opérationnalisation du premier levier comprime la fenêtre d'endurance de 3 à 4 mois de la CIA d'une marge que la comptabilité interne du corps des gardiens de la révolution islamique ressentira en quelques semaines. Le deuxième levier est le retrait de la couverture diplomatique de la Chine dans les forums internationaux, à moins que l'Iran ne revienne à de véritables négociations nucléaires. Depuis des mois, les vétos de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés de la Russie, sont le mécanisme qui empêche un consensus international sur la responsabilité iranienne de produire une pression multilatérale contraignante. La déclaration publique de Xi, s'opposant au péage iranien et à la militarisation du détroit, marque le début de l'érosion de cette couverture. Lorsque Beijing cesse de bloquer automatiquement au Conseil de sécurité, l'environnement juridique et institutionnel international autour du comportement maritime iranien change d'une manière qui complique chaque mouvement opérationnel du corps des gardiens de la révolution islamique dans le détroit. Les navires de pays qui étaient auparavant dissuadés de contester les demandes de péage iraniennes par l'absence d'une position internationale unifiée ont maintenant la légitimité de transiter avec l'appui d'un conseil de sécurité qui n'est plus divisé sur la question de savoir si les péages iraniens constituent une violation du droit maritime international. Le deuxième levier n'exige pas que la Chine fasse quelque chose d'actif. Il exige que la Chine cesse de faire quelque chose qu'elle faisait par réflexe. Et l'arrêt de cette couverture diplomatique réflexe, une fois établi comme nouvelle position par défaut de Beijing, est beaucoup plus durable qu'un soutien actif ne le serait, parce qu'il s'aligne sur les intérêts commerciaux réels de la Chine dans un détroit ouvert plutôt que contre eux. Le troisième levier est celui qui réécrirait entièrement les règles de la puissance navale dans le détroit. La marine de l'armée populaire de libération escortant des convois battant pavillon chinois à travers le détroit d'Ormus. Une frégate de la marine chinoise escortant un convoi de pétroliers chinois signalerait simultanément le refus de Beijing de payer les péages de transit iraniens, son refus d'accepter un cadre de sécurité uniquement américain dans la voie maritime, et son affirmation d'une présence navale indépendante dans un théâtre que le blocus américain a effectivement administré comme une zone opérationnelle exclusivement américaine. Ce ne serait pas un acte hostile envers les États-Unis. Dans le contexte de l'accord issu de la première séance du sommet, ce serait une application conjointe de la position convenue selon laquelle le détroit doit rester ouvert au commerce international mené par des moyens navals chinois plutôt que par une présence navale américaine additionnelle dans un théâtre déjà au maximum de son déploiement soutenable. C'est l'option sismique, moins probable à court terme que les leviers 1 et 2. Mais le fait que le sommet ait produit un accord public sur la réouverture du détroit, avant que la question de qui applique cette réouverture soit définitivement résolue, signifie que le déploiement éventuel du troisième levier dispose d'une base diplomatique qui n'existerait pas sans le résultat précis de cette première séance. Maintenant, parlons de la doctrine maritime réelle du corps des gardiens de la révolution islamique dans le détroit. Parce que comprendre ce que l'exercice Martyr Commander répète
probablement exige de comprendre la doctrine qui constitue la dernière carte opérationnelle restante du corps des gardiens de la révolution islamique dans le théâtre, Dormus. La doctrine maritime du corps des gardiens de la révolution islamique n'a jamais été conçue pour gagner un engagement naval conventionnel. Toute son architecture opérationnelle a été bâtie autour d'un objectif différent et plus atteignable. Faire monter le coût du transit par le détroit suffisamment haut pour que la navigation commerciale refuse d'entrer dans la voie maritime, peu importe l'issue militaire de tout engagement particulier. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas besoin de couler un porte-avions pour atteindre son objectif stratégique. Il n'a pas besoin de vaincre un destroyer dans un engagement prolongé. Il doit faire grimper les taux d'assurance à Londres, à Singapour et à New York, au point où les mathématiques actuarielles de l'assurance maritime rendent le transit par le détroit commercialement inviable pour les compagnies de fret, dont les navires ne peuvent pas opérer sans couverture. Des vedettes d'attaque rapides armées de missiles antinavires menaçant des pétroliers à courte distance sans avertissement, surgissant de grottes côtières et de la géographie insulaire avant que l'acquisition radar puisse fournir un temps de réponse suffisant. Des mines dans les chenaux navigables qui augmentent la probabilité de dommages à la coque jusqu'à des niveaux que les assureurs maritimes ne peuvent pas couvrir à des primes commercialement viables. Des missiles Nour basés à terre, avec une portée de 100 000, capables d'engager des pétroliers avant qu'ils n'entrent dans la section la plus étroite du détroit, large de 20 et 1 000, depuis des positions que la force attaquante n'a jamais besoin d'exposer à une contre-attaque. Des essaims de drones Shahed que les compagnies de fret et leurs assureurs ne peuvent pas écarter comme improbables, compte tenu de ce que le corps des gardiens de la révolution islamique a déjà démontré être prêt à déployer contre les infrastructures pétrolières des Émirats arabes unis pendant un cessez-le-feu nominal. Cette combinaison n'a pas besoin de produire un taux élevé de destruction de navires pour être stratégiquement efficace. Elle doit produire une probabilité d'engagement assez élevée dans le calcul du risque commercial pour que les assureurs retirent leur couverture des transits par le détroit, rendant chaque voyage commercial dans la voie maritime financièrement impossible, peu importe la volonté du capitaine du navire de prendre le risque physique. C'est le mécanisme qui a produit l'arrêt du gaz naturel liquéfié qatari, les terminaux fantômes de l'île de Karg, les 230 pétroliers non iraniens piégés, et l'horizon de prix élevé de 2 à 3 ans projeté par le ministère de l'énergie du Qatar. Et c'est le mécanisme que la chaîne de frappe américaine, les 53 FSIS à Prince Sultan, les sorties d'entraînement des Bunn Bay au-dessus de la Méditerranée orientale, l'architecture d'application du blocus du CENTCOM et les hélicoptères d'attaque Tiger de la France sont tous spécifiquement positionnés pour contrer en rendant le coût par embarcation du corps des gardiens de la révolution islamique pour exécuter cette doctrine plus élevée que la valeur commerciale que l'exécution de cette doctrine pourrait vraisemblablement générer pour un régime. La contribution des hélicoptères Tiger français mérite une analyse plus détaillée que celle que la plupart des couvertures lui accordent parce qu'elle ajoute une couche précise à l'architecture défensive de la coalition qui s'attaque aux problèmes économiques à son niveau le plus fondamental. L'hélicoptère d'attaque Tiger de la France emporte un canon de 30 mm et 20 paniers de roquettes et il a été spécifiquement testé contre des menaces de drones de type iranien lors d'exercices basés aux Émirats arabes unis en mars 2026. L'efficacité du Tiger contre les drones lourds comme les systèmes Shahed déployés par l'Iran répond aux problèmes économiques des coûts que la stratégie d'essaims de drones du corps des gardiens de la révolution islamique a été précisément conçue pour exploiter. Lorsque le corps des gardiens de la révolution islamique lance des drones d'attaque Shahed à sens unique contre la navigation commerciale ou les infrastructures du Golfe, l'architecture défensive fait face à une asymétrie du coût par engagement où l'intercepteur coûte plus cher que le drone intercepté. Le système Phalanx de défense rapprochée et les intercepteurs de missiles standards à bord des destroyers américains sont capables de contrer les menaces de drones, mais ils consomment les stocks d'armes à des rythmes qui favorisent le calcul d'attrition du corps des gardiens de la révolution islamique lorsque les drones coûtent 100 000 $ chacun et que les intercepteurs coûtent plusieurs fois plus. Le canon de 30 mm du Tiger engage le même drone Shahed à un coup par obus qui élimine complètement cette asymétrie. Le Tiger ne consomme pas un missile standard pour engager un Shahed, il consomme des obus de canon
La structure de coût retire l'incitatif économique de la stratégie d'attrition par SM de drones du corps des gardiens de la révolution islamique au niveau précis d'engagement où cette stratégie est la plus efficace. La France est arrivée tard dans la coalition du conflit, mais la capacité qu'elle a apportée à son arrivée est précisément calibrée pour la catégorie de menaces qui représente la dernière option opérationnelle la plus rentable du corps des gardiens de la révolution islamique. La plateforme d'appui-feu AC, un 3-0, mérite aussi l'attention dans le contexte de ce que l'exercice Martyr Commander répète probablement, parce qu'elle représente une capacité contre laquelle la doctrine actuelle du corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas été spécifiquement conçue. L'AC, un 3-0, est une plateforme d'armement à tir latéral construite sur la cellule du C-130 Hercule. Il transporte une combinaison de systèmes d'armes de 25 mm, 40 mm et 105 mm qui tirent depuis le côté gauche de l'appareil pendant qu'il maintient une orbite en virage autour de la zone cible en dessous. Cette configuration lui permet de livrer un feu de précision continu contre des cibles de surface depuis une position orbitale qui garde la zone cible en permanence dans sa zone d'engagement sans avoir besoin des passes de mitraillage que les avions d'attaque à voilure fixe doivent effectuer. Contre des vedettes d'attaque rapides opérant depuis des grottes côtières et des entrées de tunnels dans la géographie de l'approche nord du détroit, un AC, un 3-0 en orbite d'attente au-dessus de la zone d'assemblage de sortie peut engager les bateaux lorsqu'ils émergent de leur couverture avant qu'ils aient atteint la vitesse et la géométrie de dispersion nécessaires à l'efficacité de la doctrine d'essaim du corps des gardiens de la révolution islamique. La doctrine suppose que l'émergence depuis la couverture côtière est le moment où la force attaquante possède un élan maximal et où la force défensive possède une clarté de ciblage minimale. Un AC, un 3-0, qui orbite déjà au-dessus du point d'émergence avant le début de la sortie inverse, cette hypothèse. Les bateaux émergents sont ceux qui entrent dans une orbite d'engagement déjà établie, plutôt que l'avion en orbite soit surpris par des bateaux qui surgissent. L'obusier de 105 mm que transporte l'AC, un 3-0 possède assez d'énergie cinétique pour neutraliser une vedette d'attaque rapide à portée de coup direct avec un seul tir. Le canon Beaufort de 40 mm engage les cibles à des cadences permettant de traiter plusieurs contacts simultanés dans une seule orbite. Si l'exercice Martyr Commander répète la sortie coordonnée de vedettes d'attaque rapide depuis plusieurs positions côtières dans une exécution d'essaim comprimée dans le temps, l'AC, un 3-0 en orbite d'attente au-dessus de ces positions pendant la fenêtre de sortie est la réponse que la répétition n'a pas été conçue pour vaincre. Maintenant, parlons de l'attaque russe de 1560 drones, parce que l'ampleur de ce qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 mai est la plus grande attaque aérienne de toute la guerre Ukraine-Russie, et son moment transmet une communication stratégique qu'aucun analyste militaire ne peut écarter comme une coïncidence opérationnelle. Le président ukrainien Zelensky a confirmé que l'attaque impliquait plus de 1560 drones d'attaque lancés en vagues coordonnées. Les services ukrainiens de surveillance des drones ont enregistré 168 trajectoires distinctes de drones de type Shahed à un seul moment au pic de l'attaque. 14 régions ukrainiennes ont été frappées simultanément, visant des infrastructures ferroviaires, des installations logistiques portuaires et des zones résidentielles dans une campagne de saturation spécifiquement conçue pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes, dont la géométrie d'interception et les protocoles d'engagement ont été optimisés pour les schémas d'attaque nocturne de moindre ampleur qui caractérisaient les phases antérieures de la guerre. Zelensky a identifié le moment explicitement et publiquement. L'assaut a commencé le même jour où Air Force One a atterri à l'aéroport international de Beijing-Capitale. Il l'a qualifié de délibéré, un message de Poutine à l'OTAN livré au moment précis où les deux nations les plus puissantes du monde tenaient leur premier sommet bilatéral en une décennie. D'un point de vue purement militaire, la Russie teste si des attaques de saturation diurne à cette échelle peuvent submerger les systèmes de défense aérienne ukrainiens en présentant une géométrie d'engagement pour laquelle les protocoles d'interception des systèmes n'étaient pas calibrés. Mais du point de vue de la communication stratégique, le moment et le message, Poutine a lancé la plus grande attaque de drones de sa guerre, 1560 appareils simultanément dans 14 régions. Le jour où Beijing et Washington étaient assis dans la même pièce, cosignant des lignes rouges sur l'Iran, discutant des ventes d'armes à Taïwan
et s'engageant à augmenter le commerce bilatéral de pétrole brut. Le message que Poutine transmet est que la Russie peut produire une pression militaire maximale à un moment où l'attention américaine et la bande passante analytique sont concentrées sur Beijing et que la limite de l'escalade russe n'est pas la capacité militaire américaine, mais la volonté politique américaine de répondre sur plusieurs théâtres simultanés. La préparation du test du missile balistique indien Agni, si c'est le développement de tout ce tableau qui reçoit le moins de couverture par rapport à son importance stratégique, et cette disproportion est entièrement le produit de la convergence Iran-Russie-Ukraine-Chine qui consomme des ressources analytiques autrement consacrées à l'équilibre nucléaire indo-pacifique. 1 an après l'opération Sindoor, la guerre aérienne de 4 jours entre l'Inde et le Pakistan, qui a produit le conflit conventionnel le plus important entre puissances nucléaires de l'ère moderne, l'Inde se prépare à tester le missile balistique Agni 6. La capacité revendiquée, si elle est confirmée par les essais, comprend une portée de 10 000 km, ce qui place toutes les grandes villes de la planète dans le rayon de frappe potentiel de l'Agni 6 depuis le territoire indien. Il transporte des véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant, ce qui signifie qu'un seul lancement de missile peut livrer simultanément des ogives nucléaires à plusieurs cibles distinctes réparties sur une vaste zone géographique. Si ces spécifications sont confirmées, l'Inde rejoint les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni dans le cercle exclusif des puissances nucléaires dotées de missiles balistiques intercontinentaux à ogives multiples indépendamment ciblables. Ce n'est pas une amélioration marginale des capacités nucléaires dans une posture de dissuasion existante. C'est une transformation qualitative de la dissuasion stratégique indienne qui arrive dans un environnement sécuritaire déjà déstabilisé par l'héritage de l'opération Sindoor. Les 13 000 soldats pakistanais en Arabie Saoudite, l'engagement du parapluie nucléaire pakistanais envers l'Arabie Saoudite dans le cadre du SMDA, et la relation de dissuasion nucléaire Inde-Pakistan que l'opération Sindoor a démontré comme moins stable que les évaluations d'avant-conflit ne le supposaient. La préparation du test de l'Agni, 6 le déploiement du SMDA, la crise d'Ormuz, l'escalade de la guerre Russie-Ukraine et le sommet de Beijing ne sont pas des histoires séparées. Ce sont des chapitres simultanés de la même histoire, une architecture de sécurité mondiale qui se réorganise plus vite que les cadres analytiques construits pour la comprendre ne peuvent traiter les changements. Maintenant, rassemblons les 3 pistes dans le portrait stratégique complet de ce que représente réellement le 14 mai 2026. La piste financière. La Chine, qui cosigne la ligne rouge américaine sur les armes nucléaires iraniennes, tout en s'engageant à acheter 600 000 barils par jour de brut américain, constitue le mouvement unique le plus important sur la piste financière depuis le début du blocus. Le calcul du coffre de guerre du corps des gardiens de la révolution islamique change dès que la réallocation des achats pétroliers chinois du brut iranien vers les approvisionnements américains et du Golfe devient opérationnellement réel. La réserve stratégique chinoise de 4 milliards de barils fournit 4 mois de coussin pendant la transition, ce qui signifie que Beijing peut commencer cette réallocation sans faire face à sa propre crise de sécurité énergétique pendant que la substitution s'achève. Les 600 000 barils par jour engagés dans la première séance du sommet signalent la direction du processus de substitution dans un format, un accord bilatéral présidentiel au compte-rendu public, que les responsables chinois de l'approvisionnement pétrolier ne peuvent pas ignorer dans leurs décisions opérationnelles. Combiné à la perte de 500 millions de dollars par jour déjà accumulée par le blocus et au seuil de fermeture des puits qui approche à l'île de Karg alors que les opérations de chargement ont cessé et que la nappe de pétrole de 71 km continue de s'étendre, la piste financière manque de plus en plus de la marge que la projection d'endurance de 3 à 4 mois de la CIA supposée, la piste militaire, l'exercice Martyr Commander, quel que soit son contenu de répétition précis, est mené par une organisation dont la capacité navale conventionnelle a été détruite, dont les villes de missiles souterraines ont été éliminées lors de la contre-attaque des 7 et 8 mai, dont le pari de la flotte fantôme a échoué face au ciblage des cheminées d'échappement par les F à Dixuit,
et dont la flotte moustique de 500 à 1000 vedettes d'attaque rapide représente la dernière carte militaire disponible pour les opérations dans le détroit. Les 53 FSIS à la base aérienne Prince Sultan, les sorties d'entraînement des Bunby lanceurs au-dessus de la Méditerranée orientale, le pont aérien en plein déploiement, le déploiement potentiel des AC, un 3-0 contre les vedettes d'attaque rapide dans les grottes côtières, les hélicoptères Tiger français avec leurs canons de 20 mm contre les drones lourds, et la discussion au Pentagone autour du nom Opération Sledgehammer sont tous positionnés pour répondre à ce que l'exercice Martyr Commander produira. La piste diplomatique, Beijing a cosigné 2 lignes rouges américaines sur l'Iran lors de la première séance bilatérale du sommet Trump-Xi. Les 3 leviers détenus par la Chine, réduction des achats de pétrole, retrait de la couverture diplomatique et escorte potentielle de convois par la marine chinoise, sont maintenant des cartes actives plutôt qu'une réserve théorique. Le Pakistan a tracé une ligne rouge autour de l'Arabie Saoudite avec 13 000 soldats et un arsenal nucléaire. L'Arabie Saoudite a confirmé des frappes contre des milices irakiennes. Les Émirats Arabes Unis sont confirmés comme 3e combattant par la frappe contre la raffinerie de Lavant. Et l'équation politique interne iranienne, avec Vaidi qui empêche la faction diplomatique civile de faire des concessions, fait face à la pression venue de l'Est que représente le levier économique chinois, en complément de la pression militaire et économique américaine venue de l'Ouest et du Sud maritime. Voici l'évaluation honnête de la situation au 14 mai 2026 et de ce que signifie le résultat de la première séance du sommet de Beijing pour les 30 jours qui suivent. Le corps des gardiens de la révolution islamique a besoin que la guerre continue parce que la reddition de comptes en temps de paix est sa menace existentielle. La logique institutionnelle de Vaidi est cohérente et rationnelle du point de vue d'une organisation dont la survie dépend du récit de conflit qui justifie sa domination. Mais cette logique va directement contre les intérêts de tous les autres acteurs du paysage actuel. La population civile iranienne a besoin que la guerre prenne fin, parce que c'est elle qui subit l'inflation des prix alimentaires, les pannes de courant, les pénuries de médicaments et la destruction économique produite par la perte quotidienne de 500 millions de dollars liés au blocus. Le gouvernement civil iranien a besoin que la guerre prenne fin parce que l'administration Pezeshkian a été réduite à l'impuissance par la structure de commandement de Vaidi et ne peut retrouver une pertinence institutionnelle que dans un environnement d'après-guerre où les pouvoirs de guerre du corps des gardiens de la révolution islamique ne sont plus défendables constitutionnellement. La Chine a besoin que la guerre prenne fin parce que la perturbation du détroit d'Ormuz menace sa sécurité énergétique et est utilisée par les États-Unis comme démonstration de la raison pour laquelle la dépendance au pétrole iranien crée une vulnérabilité stratégique inacceptable. Les États du Golfe ont besoin que la guerre prenne fin parce que l'embouteillage des pétroliers piège leurs propres exportations de pétrole à l'intérieur du détroit. L'économie mondiale a besoin que la guerre prenne fin parce que le Qatar a projeté 2 à 3 ans de prix élevés même après la réouverture du détroit. Et l'administration Trump a besoin que la guerre prenne fin à des conditions incluant le démantèlement nucléaire, parce que la première séance du sommet de Beijing a maintenant donné à Washington la première véritable cosignature multilatérale de cette ligne rouge depuis le début du conflit. Tous les grands acteurs du paysage actuel ont besoin que cette guerre prenne fin à des conditions que la structure de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique n'autorisera pas. Et la Chine vient de rendre le coût de l'obstruction de cette autorisation par le corps des gardiens de la révolution islamique mesurablement plus élevé qu'il ne l'était il y a 24 heures. L'exercice Martyr Commander est le bruit d'une organisation qui comprend ce qui vient de se produire à Beijing et n'a aucune réponse, sauf du bruit. Les 53 Feizeh à Prince Sultan ne sont pas du bruit. Les sorties de Bunby au-dessus de la Méditerranée orientale ne sont pas du bruit. Le coussin de 1,4 milliard de barils des réserves stratégiques chinoises, qui permet à Beijing de commencer le processus de substitution du pétrole iranien sans risque pour sa propre sécurité énergétique, n'est-ce pas de Breit,
Et la perte quotidienne de 500 millions de dollars qui s'accumule pendant que l'Iran mène un exercice nommé d'après des martyrs n'est pas du bruit. L'histoire ne retient pas les noms des exercices, elle retient les résultats des décisions qui les produisent. Martyr Commander est un nom, ce qui vient ensuite est le résultat. Et la première séance du sommet de Beijing vient de changer l'équilibre des forces qui déterminent ce résultat. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.